À l'été 1903, des ouvriers qui rénovèrent le manoir abandonné de Ravens Hollow à Clarksville, Tennessee, ont fait une découverte qui les a glacés jusqu'aux os. Enfouis à 1 mètre sous la fondation en pierre du manoir, enveloppés, dans un tissu huilé et scellé dans une boîte métallique rouillée, ils ont trouvé 47 photos qui documentaient l'un des meurtres familiaux les plus brutaux de l'après-guerre civile américaine. Ce n'étaient pas des photos de scènes de crimes prises par des enquêteurs. C'était quelque chose de bien plus dérangeant. Une confession photographique d'une vengeance si méthodique. Si, on a calculé qu'il a fallu 27 ans pour que quelqu'un comprenne vraiment ce qui est arrivé à la famille Holloway cette nuit sanglante du 13 octobre 1876. Les photos montraient tout, chaque coup, chaque humiliation, chaque acte de cruauté qui a mené à 5 coups de machette en pleine nuit. Mais ce qui choque le plus, c'est qu'elle révélait que le tueur avait forcé le patriarche de la famille, un homme obsédé par l'idée de montrer son pouvoir à travers la photo, à filmer l'exécution de sa propre famille, une image atroce après l'autre. Avant de continuer l'histoire du manoir Ravens Hollow et des sombres secrets enfouis sous ses fondations, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et dis-nous dans les commentaires de quel état tu nous écoutes. Parce que ce qui s'est passé au Tennessee aurait pu arriver n'importe où dans le sud d'après-guerre, où le pouvoir, la haine et la vengeance ont créé une tempête parfaite de violence que la plupart préféraient oublier. La question qui hantait les enquêteurs en 1903 n'était pas juste de savoir qui avait tué les Holloway. C'est pour ça que quelqu'un s'est senti obligé de filmer chaque instant de sa souffrance avec la même minutie que Cornelius Holloway avait autrefois utilisée pour photographier la douleur des autres. Clarksville, Tennessee, en 1876. C'était une ville prise entre deux mondes. La vieille aristocratie des plantations s'accrochait encore à sa gloire fanée, tandis que les esclaves affranchis et les pauvres blancs galéraient pour se construire une nouvelle vie sur les cendres de la Confédération. La rivière Cumberland serpentait à travers des champs de tabac qui avaient autrefois fait des fortunes bâties sur l'esclavage humain, et maintenant une paix fragile où d'anciens maîtres et d'anciens esclaves travaillaient côte à côte, mais dans des conditions complètement différentes. Au cœur de cette tension se trouvait le manoir de Ravens Hollow, un 3 étages de style géorgien qui dominait près de 2000 acres de terres agricoles de premier choix dans le Tennessee. Construite en 1834 par le magnate du tabac Jeremiah Holloway, le domaine avait survécu à la guerre presque intact, grâce à la ruse de son propriétaire, qui savait changer de camp au bon moment face aux forces de l'Union, occupait la région. En 1876, la propriété était gérée par le fils de Jeremiah, Cornelius Holloway, un homme dont les intérêts allaient bien au-delà de la culture du tabac. Cornelius avait développé 2 passions dévorantes qui allaient finir par sceller le destin de sa famille. La première était la photographie, un art encore assez nouveau qui le fascinait par sa capacité à capturer et garder des instants figés dans le temps. Son laboratoire photo personnel occupait tout un aile du sous-sol du manoir, équipé des meilleurs appareils, du matos chimique dernier cri que l'argent pouvait acheter. Les dames de la haute société locale payaient cher pour des portraits officiels, mais Cornelius préférait capturer ce qu'il appelait la vraie vie du Sud. Des photos spontanées des ouvriers des champs, des scènes de rue et ce qu'il qualifiait d'études anthropologiques sur la diversité de la population locale. Sa deuxième passion était bien plus sombre. Cornelius Holloway s'était fait une réputation parmi les travailleurs du coin, noirs comme blancs, comme un type qui kiffait particulièrement affirmer son autorité, par l'humiliation et les punitions corporelles. Contrairement à son père, qui avait été un maître relativement indulgent selon les standards de la période d'avant-guerre, Cornelius semblait prendre plaisir à la torture psychologique liée au contrôle économique sur des gens désespérés. La famille Holloway de 1876 se composait de Cornelius, sa femme Margaret, une femme fragile issue d'une famille influente de Nashville qui passait la plupart de son temps
dans des états de stupeur provoqués à l'ordonnam, et leurs 3 enfants, adultes. Edwin, 28 ans, avait hérité de la cruauté de son père, mais lui manquait l'intelligence pour la tempérer avec de la discrétion. Caroline, 25 ans, avait un esprit vif qu'elle utilisait surtout pour inventer de nouvelles formes de torture sociale contre ceux qu'elle jugeait en dessous d'elle. Le plus jeune, Thomas, 22 ans, était revenu de ses études à l'université de Vanderbilt avec des idées modernes sur les relations de travail qui le mettaient en conflit avec les méthodes de sa famille, même s'il manquait du courage moral pour les affronter ouvertement. La plantation employait près de 60 ouvriers, un mélange de métayers, de journaliers et de personnel domestique qui vivaient dans un ensemble, des cabanes branlantes éparpillées un peu partout sur la propriété. La plupart étaient d'anciens esclaves qui n'avaient nulle part ailleurs où aller, coincés dans un cercle vicieux de dettes et de dépendances, qui différait de l'esclavage surtout sur le plan légal. Les Holloway maintenaient ce système, grâce à un mélange de manipulation économique, de pression sociale et, quand il le fallait, d'intimidation pure et simple. À la tête de cette main-d'œuvre se trouvait Ezekiel Hayes, un homme grand et calme dans la quarantaine, qui était contremaître depuis 1869. Hayes était l'un des rares employés il savait lire et écrire. Des compétences qui le rendaient indispensable pour Cornelius, mais aussi potentiellement dangereux. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Hayes avait réussi à économiser un peu d'argent au fil des années, et les rumeurs disaient qu'il comptait acheter une petite ferme dès qu'il aurait assez de capital. Ce que la famille Holley ne savait pas, c'était qu'Ezekiel Hayes possédait une autre compétence, bien plus importante que son savoir lire. Dans sa jeunesse, il avait bossé un moment pour un photographe itinérant qui lui avait appris les bases de la manipulation, de l'appareil photo et du développement des tirages. C'était un savoir que Hayes avait soigneusement gardé secret, comprenant instinctivement que l'info valait souvent plus que l'argent dans les dynamiques sociales compliquées du Tennessee pendant la période de reconstruction. À l'automne 1876, les tensions à Ravenshollow Manor avaient atteint un point de rupture. Le mauvais temps avait abîmé une grande partie de la récolte de tabac, réduisant les bénéfices et rendant Cornelius de plus en plus instable dans son comportement. Dans la main-d'œuvre, plusieurs familles avaient essayé de quitter la plantation, mais on leur a dit que leurs dettes en cours empêchaient leur départ. Ceux qui protestaient, trop fort, se retrouvaient à se faire passer à tabac en public, des scènes que Cornelius avait commencé à prendre en photo, ce qu'il appelait une documentation dissuasive. Des images qu'il prétendait servir d'avertissement à ceux qui voudraient défier son autorité. Le matin du 13 octobre 1876 a commencé avec un froid d'automne qui semblait s'infiltrer jusque dans les os de tout le monde. Au manoir de Ravenshollow, Cornelius Holley avait passé la soirée précédente dans sa chambre sombre à développer ce qu'il dira plus tard à sa femme être quelques-unes de ses meilleures œuvres, même s'il refusait de lui montrer les images, prétendant qu'elles étaient trop sophistiquées pour la sensibilité féminine. La maisonnée avait retrouvé son rythme habituel au lever du soleil. Margaret Holloway était restée dans ses appartements, se plaignant d'un mal de tête tenace, mais les domestiques savaient que c'était en fait un autre épisode de l'ordinum. Edwin était parti à cheval avant l'aube. À l'aube, il est allé inspecter les champs de tabac les plus éloignés où des rumeurs de sabotage par des ouvriers étaient parvenues aux oreilles de son père. Caroline recevait une amie de Nashville, lui racontant des histoires sur la vie à la plantation, en évitant soigneusement de parler des aspects plus sombres de la façon dont leur famille gérait tout ça. Thomas restait dans la bibliothèque, essayant de s'occuper du courrier lié aux affaires de son père, tout en étant de plus en plus hanté par des doutes sur les méthodes familiales. Quant à Cornelius lui-même, il était en train de bonne humeur comme jamais, il chantonnait en préparant son matos photo pour ce qu'il annonçait être une journée bien productive de reportage. Il avait appris qu'un groupe d'ouvriers se réunissait en secret dans une vieille grange à tabac abandonnée,
apparemment pour organiser une sorte d'action collective sur leurs conditions de travail. Plutôt que d'aller les affronter direct, Cornelius avait imaginé une solution qu'il trouvait plus futée. Il allait photographier leur complot et se servir des images pour montrer à quel point c'était peine perdue de vouloir les défier. Autorité établie. Ce que Cornelius ignorait, c'est que son embuscade prévue avait été devinée. Ézéchiel. Hayes avait monté un large réseau d'informateurs parmi le personnel de la maison, des gens qui en avaient assez de voir leurs proches subir des traitements de plus en plus cruels. Sarah Hutchkins, qui nettoyait la chambre noire de Cornelius, avait remarqué le côté dérangeant de ces dernières photos. Des images qui montraient non seulement des punitions, mais qui semblaient carrément glorifier l'humiliation des ouvriers qui avaient osé revendiquer leur dignité humaine fondamentale. Plus important encore, Hayes avait découvert que Cornelius vendait des copies de ses photos les plus humiliantes à des propriétaires de plantations partageant les mêmes idées dans toute la région, transformant la souffrance des travailleurs de Ravens Hollow en une source de revenus supplémentaires et de divertissement pour d'autres qui avaient ces penchants sadiques. La confrontation a commencé vers 14h30 quand Cornelius est arrivé à l'endroit où la réunion était supposée avoir lieu, armé de son appareil photo et, accompagné de 2 de ses hommes de main les plus fiables, des gars qu'il payait pour maintenir l'ordre par l'intimidation et la violence si besoin, mais au lieu de tomber sur des ouvriers apeurés, il trouva Ezekiel Hayes et une douzaine d'autres, tranquilles, au milieu de la grange, avec cette expression de détermination résignée qui aurait dû lui mettre la puce à l'oreille sur le danger dans lequel il mettait les pieds. « Monsieur Holloway, » dit Hayes d'une voix calme comme d'habitude, « je crois qu'il est temps qu'on parle un peu de ce que veut dire le respect. » Cornelius, toujours sûr de son autorité, il commença à lever son appareil photo. « La seule conversation qu'on aura, Ézéchiel, c'est celle que ces photos auront avec tous ceux qui oseront s'organiser contre moi. » C'est à ce moment-là que Hayes sortit son propre appareil, simple mais efficace, qu'il avait fabriqué en secret ces derniers mois, avec des pièces récupérées dans le matériel jeté de Cornelius et des techniques qu'il avait apprises en observant attentivement le propriétaire de la plantation. Les méthodes. « C'est marrant avec les photos, monsieur Holloway, » reprit Hayes d'une voix toujours posée, presque comme une conversation. « Elles disent la vérité, que ça nous plaise ou pas. Et moi, j'ai moi-même capté des vérités. Ce qui s'est passé. Ensuite, ça n'a été reconstitué que 27 ans plus tard, quand ces photos oubliées ont enfin refait surface. Hayes avait passé près de 2 ans à documenter méthodiquement la façon dont la famille Holley traitait ses ouvriers, créant un témoignage visuel d'une cruauté bien plus complet et accablant que ce que Cornelius aurait jamais pu imaginer. Chaque raclée, chaque humiliation, chaque acte délibéré de torture psychologique avait été filmé grâce à des caméras cachées et un timing précis. Mais Hayes ne se contentait pas de monter un dossier juridique. Il préparait un tout autre type de justice. Les photos retrouvées en 1903 montraient que ce qui s'était passé dans cette grange à tabac n'était pas un acte spontané de violence, mais le coup d'envoi d'une campagne soigneusement orchestrée de « la vengeance avait été préparée ». Jusque dans les moindres détails, Hayes et ses complices avaient réussi à maîtriser Cornelius et ses hommes de main. Mais au lieu de les tuer directement, ils avaient préféré retourner contre le propriétaire de la plantation, sa propre obsession pour la paperasse. Le premier signe que quelque chose clochait grave à Ravens Hollow Manor, c'est quand Edwin Holloway n'est pas revenu de sa tournée dans les champs extérieurs au coucher du soleil. Quand la nuit est tombée sur la plantation, Caroline a commencé à s'inquiéter, même si les inquiétudes venaient plus de la gêne sociale que d'un vrai souci. Son ami de Nashville avait prolongé son séjour exprès pour voir toute la famille, et l'absence d'Edwin chamboulait les plans du dîner soigneusement préparé. Thomas a essayé de monter une équipe de recherche, mais il a vite vu que la plupart des employés habituels avaient mystérieusement disparu. Les quelques domestiques restants se déplaçaient dans la maison
avec un drôle de mélange de nervosité et d'excitation retenue, comme s'ils étaient au courant de quelque chose. Des infos que les membres de la famille n'avaient pas pu avoir. Margaret Holloway, qui sortait de sa chambre pour la première fois depuis 2 jours, a dit qu'elle faisait des rêves bizarres, avec le bruit des déclencheurs d'appareils photo qui claquaient en rythme, comme si quelqu'un coupait du bois. Sa famille a mis ça sur le compte d'une autre hallucination due au lordinum, mais les domestiques se sont échangés des regards qui voulaient tout dire, comme si son subconscient avait capté des sons que sa conscience avait préféré ignorer. D'Oas mesure que la nuit tombait complètement, le manoir semblait devenir de plus en plus froid, malgré les gros feux qui brûlaient dans toutes les pièces occupées. L'amie de Caroline, un peu mal à l'aise à cause de l'ambiance bizarre, a annoncé qu'elle partirait dès le matin, écourtant sa visite avec une excuse un peu bidon sur des obligations familiales à Nashville. Il était presque 22 heures quand elles ont entendu le premier bruit, un cliquetis métallique bien distinct que Caroline a d'abord pris pour une horloge comtoise à remonter. Mais le rythme n'était pas du tout le bon. Le bruit était irrégulier et semblait venir de l'extérieur de la maison, pas d'une des horloges éparpillées dans les pièces du manoir. Thomas, le plus pratique des membres restants de la famille, a suggéré que ça pouvait venir d'un outil agricole laissé en marche. Il s'est proposé d'aller voir, mais au moment où il a tendu la main vers la poignée de la porte d'entrée, le cliquetis s'est arrêté net, laissant un silence qui paraissait encore plus inquiétant que le bruit mystérieux. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'Ezekiel Hayes et ses complices s'étaient discrètement installés autour du manoir, depuis des heures, utilisant leur connaissance intime du terrain pour rester invisibles tout en filmant tout avec un réseau de caméras bien planqué. Les clics qu'on entendait, c'était en fait le bruit coordonné de plusieurs appareils photo, qui prenaient des clichés de l'angoisse grandissante de la famille sous des angles qui allaient plus tard montrer à quel point ils étaient complètement encerclés et vulnérables. Les photos récupérées en 1903 allèrent prouver que ce n'était pas juste un plan pour tuer, mais une vraie campagne psychologique bien ficelée, destinée à provoquer la même terreur impuissante que la famille Holloway infligeait aux autres depuis des années. Hayes avait étudié ses cibles avec la même minutie que Cornelius mettait dans sa photographie, repérant les peurs et faiblesses propres à chaque membre de la famille. Caroline, par exemple, elle avait peur à mort de se faire humilier en public, de voir sa réputation soigneusement construite ruinée à cause d'un scandale ou de la violence. La photo montrait que Hayes avait envoyé à plusieurs de ses connaissances à Nashville des lettres détaillées décrivant le traitement, réservé aux employés par la famille Hall, histoire de s'assurer que sa position sociale serait détruite, même si elle s'en sortait vivante cette nuit-là. La plus grande peur de Thomas, c'était de ne pas être à la hauteur intellectuellement, de voir que son éducation universitaire et son côté moderne ne suffiraient pas. Les idées peuvent ne rien valoir face aux problèmes du monde réel. Les images récupérées ont montré que Hayes avait planté des preuves, laissant croire que Thomas détournait de l'argent des comptes de son père, créant une piste écrite qui détruirait sa réputation et ses chances d'avenir. Peu importe ce qui se passerait ce soir-là. Pour Margaret, dont l'addiction à l'aile d'homme était un secret de polichinelle, Hayes avait préparé une torture psychologique particulièrement cruelle. La photo montrait qu'il avait mis la main sur sa réserve perso.BDU médicament et l'avait peu à peu remplacée par un substitut inoffensif mais inefficace, s'assurant qu'elle subirait des symptômes de sevrage qui rendraient ces dernières heures aussi insupportables que possible. Mais c'est Cornelius lui-même qui allait recevoir le traitement le plus sophistiqué. Hayes avait découvert que la plus grande fierté du propriétaire de la plantation était son talent de photographe, sa capacité à saisir et à immortaliser des moments de pouvoir et de domination. Les photos retrouvées montraient que Hayes avait l'intention de transformer. Cette obsession est devenue l'outil de la chute de Cornelius, le forçant à consigner la mort de sa propre famille avec la même rigueur méticuleuse
qu'il mettait autrefois à enregistrer la souffrance des autres. Alors que minuit approchait le 13 octobre, les derniers membres de la famille Holloway se serraient dans le salon principal du manoir, faisant semblant que tout allait bien, tout en sachant au fond d'eux qu'ils faisaient face à une menace coordonnée. Les domestiques avaient disparu depuis des heures, laissant la famille complètement seule dans leur maison. C'est Caroline qui a remarqué la première que quelqu'un était entré pendant leur absence. Sa boîte à bijoux avait été fouillée, pas pour voler, mais apparemment pour prendre des photos de ce qu'il y avait dedans. De petits objets avaient été déplacés et réarrangés d'une manière qui laissait penser à une sorte de documentation méthodique, pas à une fouille au hasard. Thomas a découvert que le bureau de son père avait subi le même traitement. Les E-C papiers avaient été photographiés sur place, puis remis soigneusement à leur place d'origine. Quelqu'un avait monté un dossier complet sur les affaires privées de la famille avec un professionnalisme impressionnant. Mais c'est Margaret qui a fait la découverte la plus troublante. Dans sa chambre privée, elle a trouvé que son stock de l'ordre avait été complété par une série de photos la montrant à différents stades d'un état de stupeur provoqué par la drogue. Des images qui, apparemment, avaient été prises pendant plusieurs mois à son insu. Ou leur consentement. Le bruit de pas délibérés sur le porche a mis fin à la recherche de plus en plus frénétique de la famille dans leur maison violée. Ce n'étaient pas les pas rapides et nerveux de quelqu'un cherchant de l'aide, mais le rythme posé de gens complètement sûrs de leur objectif et de leur timing. Thomas, essayant de garder un semblant d'autorité, cria à travers la porte verrouillée « Qui c'est? Qu'est-ce que vous voulez ?» La réponse venait de la voix familière d'Ezekiel Hayes, mais avec une nuance une détermination froide que personne dans la famille n'avait jamais entendue avant. « Monsieur Thomas, je crois que votre famille a quelque chose qui nous appartient. On est là pour récupérer ce qui nous est dû. » « Nos comptes sont réglés, Ézéchiel, » répondit Caroline, même si sa voix tremblait, trahissant sa peur grandissante. Papa a toujours été juste dans ses affaires. Mademoiselle Caroline, je ne parle pas d'argent. On entendait plusieurs personnes bouger autour. Le contour de la maison se faisait entendre. Des pas sur le gravier, le grincement des planches en bois du porche, et en dessous de tout ça, ce cliquetis métallique bien particulier qui les avait hantés toute la soirée. C'est là qu'on a entendu la voix de Cornelius, quelque part dehors. Mais ces mots étaient étouffés et incompréhensibles. Ce qui ressortait, en revanche, c'était le ton, un mélange de rage et de terreur qui montrait qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. Margaret a commencé à pleurer doucement, ses symptômes de sevrage. La panique grandissante d'elle se mêlait à tout ça, la rendant presque hystérique. « Ils vont nous tuer », murmurait-elle en boucle. « Ils vont tous nous tuer. » Thomas essaya de redonner du courage à sa famille en leur rappelant leur statut social et les protections légales que ça devait leur garantir. « On est toujours dans le Tennessee », lança-t-il avec plus d'assurance qu'il n'en avait vraiment. « Il y a des lois et il y a des conséquences quand on les enfreint. »« Oui. »« Monsieur Thomas, » répondit la voix de Hayes juste à côté de la fenêtre. « Il y a bien des conséquences. Et après 7 ans à voir votre famille bafouer toutes les règles de la décence humaine, il est temps de voir à quoi ces conséquences peuvent ressembler. » La situation familiale devint plus claire quand la voix d'Edwin se mêla à la conversation. Mais il parlait clairement sous la contrainte. Ces mots soigneusement répétés, livrés avec la précision mécanique de quelqu'un qui répète des consignes sous la menace. Ils veulent que le père vienne. « Dehors », annonça Edwin, la voix cassée par l'effort. « Ils disent qu'ils ont des photos à lui montrer, des preuves de ce qu'il a fait. » Caroline se dirigea vers la fenêtre et essaya de regarder à travers les rideaux, mais l'obscurité dehors était trop totale pour distinguer autre chose que des formes floues bougeant dans l'ombre. « Edwin, tu es blessé? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Ils veulent justice, Caroline. Ils veulent que papa voie ce qu'il a créé.
La voix d'Edwin devint plus ferme, comme si prononcer ces mots lui donnait de la force, avec une certaine clarté ou résolution. Et ils veulent qu'il le documente de la même façon qu'il a tout documenté jusqu'à présent. C'est à ce moment-là que la vraie nature du plan de Ace a commencé à se dévoiler. Ce ne serait pas un simple meurtre motivé par la vengeance. Ce serait un renversement complexe des rapports de force, avec Cornelius obligé de jouer le rôle de témoin, tandis que sa famille subissait la même terreur impuissante qu'on avait infligée à tant d'autres. Thomas fit une tentative désespérée de négociation, appelant dehors par la porte. Ézéchiel, s'il y a des problèmes à régler, on peut en parler comme des hommes civilisés. Il n'y a pas besoin de violence ni de menaces. Monsieur Thomas Hayes répondit, votre famille a arrêté de nous traiter comme des hommes civilisés. Il y a longtemps. Ce soir, on rend juste l'appareil. Maintenant, il faut que Monsieur Cornelius sorte. Il a du boulot. Les photos découvertes 27 ans plus tard montreraient que Ace avait passé des mois à préparer cette torture psychologique, avec la même méthode. La précision avec laquelle Cornelius s'était appliqué dans son travail en chambre noire. Chaque détail de la soirée avait été minutieusement orchestré pour maximiser la terreur de la famille, tout en les forçant à affronter les conséquences de leurs actes de la manière la plus directe possible. Mais Ace avait fait une erreur cruciale. Il avait supposé que Cornelius Holloway, confronté à la destruction systématique de tout ce qu'il chérissait, allait craquer et se soumettre à l'humiliation prévue pour lui. En réalité, la réaction du propriétaire de la plantation allait s'avérer bien différente. C'était plus compliqué et finalement plus dangereux que ce que tout le monde avait imaginé. Le face-à-face a duré presque 1 heure, avec Hayes et ses complices qui tenaient leur position autour de la maison, pendant que la famille Holloway restait barricadée à l'intérieur. Mais au fil du temps, il est devenu clair que ce siège avait un effet psychologique inattendu des deux côtés du conflit. Pour la famille, la tension prolongée commençait à fissurer leur unité, un truc qu'Ace n'avait sûrement pas prévu. Les symptômes de sevrage de Margaret commençaient à se faire sentir. Ça devenait de pire en pire. Elle faisait des demandes de plus en plus irrationnelles pour leur dame, que personne ne pouvait satisfaire. La peur de Caroline se transformait en colère, non pas contre leur captif, mais contre son père, qu'elle tenait pour responsable de la situation à cause de la façon dont il traitait les ouvriers. Le plus important, c'est que Thomas commençait à exprimer des doutes sur le comportement de sa famille, des doutes qu'il gardait jusque-là pour lui. « Papa est allé trop loin », avoua-t-il doucement à sa sœur. « Les trucs que j'ai vus, les photos dans son bureau, on mérite bien ce qui nous arrive. » Caroline s'est retournée vers son frère, furieuse. « Comment tu peux prendre leur parti? Ce sont des criminels, Thomas, des meurtriers et des voleurs qui veulent détruire tout ce que notre famille a construit. » « Ce qu'on a construit est pourri, Caroline. Ça l'est depuis des années, et nos pères n'ont fait qu'empirer les choses chaque mois qui passait. » La voix de Thomas avait une force qui l'a même surpris lui-même. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un nous tienne responsables. Dehors. Ace avait ses propres galères à gérer. Plusieurs de ses complices commençaient à flipper à cause du temps qui traînait, de peur que leur absence des quartiers des ouvriers se remarque par quelqu'un qui aurait des liens avec les flics du coin. Le pire, c'est que Cornelius avait commencé à essayer de retourner la situation à son avantage, en lançant à Hayes une discussion sur la photo et la documentation. Ézéchiel Cornelius lança. « Si tu veux vraiment montrer l'injustice, faut que tu piges la technique. Les trucs pour créer des images qui claquent. La lumière, la composition, le bon moment, tout ça compte si tu veux que tes photos aient l'impact que tu cherches. » C'était un coup de maître niveau psychologie. En se présentant comme un expert dont Hayes avait absolument besoin pour réussir, Cornelius essayait de passer de victime à complice, histoire de créer une dynamique qui pourrait lui ouvrir des portes pour s'en sortir ou retourner la situation. Mais Ace, lui, avait prévu le coup stratégie.
Les photos récupérées allaient plus tard montrer qu'il n'étudiait pas seulement les méthodes de Cornelius, mais aussi sa personnalité, repérant la tendance du propriétaire de la plantation à croire que son savoir-faire le rendait indispensable, peu importe les circonstances. Monsieur Holloway, répondit Hayes, j'apprécie vraiment votre proposition d'aide technique. En fait, votre expertise, c'est exactement ce qu'il nous faut ce soir. Mais d'abord, il faut qu'on parle du sujet de vos derniers travaux. Mes derniers travaux, les photos que vous avez... Vous parlez de notre peuple, Monsieur Holloway, des images que vous avez vendues à vos amis à Nashville et Memphis, des photos d'êtres humains traités comme des bêtes, vendus comme divertissement à des gens qui partagent vos goûts. Cette accusation a frappé Cornelius comme un coup de poing. Son petit business de photos dégradantes vendues aux autres propriétaires de plantations de la région était son secret le mieux gardé. Seule une poignée de clients, prêts à payer cher, connaissaient l'affaire, ces images leur permettant de vivre ça, par procuration. Ils ressentirent la torture psychologique qu'ils étaient trop prudents pour infliger directement. Je sais pas de quoi tu parles, Ézéchiel. Monsieur, on a retrouvé la correspondance avec vos clients, leurs noms, adresses, les paiements et même leurs demandes spécifiques pour certains types de documents. On dirait bien que vous avez monté un sacré business rentable sur notre souffrance. Dans la maison, la famille commençait à piger toute l'ampleur des activités de leur père. Caroline, qui avait toujours été fière de tout savoir Prankusuk, Sauder, qui s'était passé au manoir de Ravens Hollow, elle s'était rendue compte qu'elle avait complètement ignoré une affaire qui tournait depuis des mois. Thomas sentit son estomac se nouer, en repensant aux fois où son père avait insisté pour prendre en photo les séances de punition, prétendant que c'était pour garder une trace. En réalité, la vraie raison était bien plus sordide, et surtout, beaucoup plus lucrative. Margaret, sous l'effet des médicaments, se mit à rire aux éclats. Bien sûr, elle haletait entre deux crises de rire. Bien sûr, lui, il les vendait. Tout dans cette maison finit toujours par être vendu. Alors pourquoi pas nos âmes? Cette révélation a changé la donne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du manoir. Ace avait réussi à montrer que la cruauté de Cornelius dépassait largement le simple sadisme. C'était un business bien calculé, qui transformait la dégradation humaine en profit. Pour les membres de la famille, ce savoir a créé une sorte de complicité morale, rendant leur situation moins une question de victime qu'une fatalité inévitable. Conséquence. Mais Ace n'en avait pas fini avec ses révélations. Les photos récupérées en 1903 allaient en montrer que les preuves les plus accablantes restaient encore à venir. Des infos qui allaient transformer l'affrontement, qui semblait être juste entre oppresseurs et opprimés, en un truc bien plus compliqué et moralement ambigu. À l'aube du 14 octobre, Hayes a enfin dévoilé l'ampleur réelle de son projet de documentation. Depuis plusieurs cachettes autour du domaine, ses complices ont récupéré le matériel photo et ont commencé à installer ce qu'on pouvait à peine appeler un studio photo, avec des surfaces réfléchissantes pour gérer la lumière et des accessoires soigneusement placés qui allaient bientôt servir à leur but. Monsieur Holloway, lança Hayes, il est temps que vous découvriez toute l'ampleur de votre héritage. Ce qui est sorti de l'ombre, c'était une collection de preuves photographiques tellement complètes et accablantes que même Cornelius en est resté bouche bée. Hayes et son équipe avaient tout documenté. Ce n'était pas seulement la manière dont ils traitaient les ouvriers, mais tout le système économique que la famille Holloway avait monté pour garder leur pouvoir et leur richesse. Des images montraient comment ils avaient délibérément contaminé les logements des travailleurs avec des substances qui rendaient malades, histoire d'assurer un flux constant de main-d'œuvre désespérée. Des photos documentaient la fraude systématique faite aux métayers, avec des mesures de poids truquées et des coûts de fourniture gonflés. Le pire, c'était les images prouvant que la famille avait vendu du tabac défectueux à l'armée de l'Union. Des fournisseurs pendant la guerre, tout en fournissant en même temps des produits de qualité aux forces confédérées. Un point,
Niveau de trahison qui pourrait encore mener à des poursuites fédérales, même 11 ans après la fin du conflit. Comment t'as eu ces photos? Demanda Cornelius, sa voix trahissant pour la première fois une vraie peur. De la même façon que toi, t'as eu les tiennes, monsieur Hawley. Patience, préparation et accès au bon matos. La réponse de Ace avait un ton de satisfaction sombre. La différence, c'est que mes photos documentent des crimes, alors que les tiennes les célébraient. Thomas, qui regardait par la fenêtre, sentit le dernier vestige de sa loyauté familiale s'évaporer en reconnaissant des scènes où il avait lui-même participé à différentes formes de fraude et d'exploitation. Caroline se revit dans des images qui montraient son rôle dans l'isolement social et la torture psychologique des familles des ouvriers. Même Margaret apparaissait sur des photos où elle donnait de faux témoignages aux policiers, enquêtant sur les plaintes des travailleurs. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » demanda enfin Caroline, la voix tremblante, à peine un souffle. « Justice, mademoiselle Caroline, mais pas celle à laquelle vous vous attendez. » La réponse de Ace fut suivie d'un bruit qui glaça tout le monde autour. Le cliquetis régulier de plusieurs appareils photos qu'on préparait pour une prise de vue simultanée. « Monsieur Holloway, vous allez nous aider à créer une nouvelle forme de documentation. Des images qui montrent ce qui se passe quand l'ordre naturel reprend ses droits. Quand des gens qu'on a traités comme des bêtes se rappellent qu'ils sont en fait des êtres humains, capables de choix. » Cornelius a tout de suite capté les enjeux. « Tu veux que je prenne en photo l'exécution de ma propre famille? »« Je veux que tu crées un chef-d'œuvre, monsieur Holloway, le point d'orgue de ta carrière artistique. Des images qui feront que cette nuit sera gravée dans les mémoires bien après qu'on soit tous morts. Les photos retrouvées révéleront plus tard que ce qui s'est passé ensuite n'était pas un simple meurtre, mais une collaboration artistique complexe entre Hayes et Cornelius, que personne des deux n'avait pu prévoir. Face à ça, conscient de sa mort inévitable et de la chance de laisser quelque chose derrière lui, Cornelius a fait un choix qui a surpris tout le monde. Il a accepté de participer. « Si on fait ça, » a lancé Cornelius, sa voix retrouvant un peu de son ancienne autorité, « alors on le fait sérieusement. Le vrai art, c'est pas juste braquer une caméra et espérer que ça marche. Ce qui a suivi, c'est une collaboration étrange entre victime et bourreau, avec Cornelius qui apportait l'expertise technique venait de Cornelius, tandis que Hayes apportait la vision créative. Ensemble, ils ont monté une série de tableaux, photos qui ne documentaient pas juste la mort de la famille, mais aussi leur acceptation de la justice de cette mort. Le premier sujet, c'était Margaret, dont les années de cécité volontaire face à la cruauté familiale avaient été facilitées par sa dépendance au laudanum. Cornelius s'occupait de placer les réflecteurs de lumière, pendant que Ace organisait la scène avec la précision méthodique d'un maître artisan. Margaret était assise dans son fauteuil préféré, entourée de dizaines de bouteilles vides de laudanum que Hayes avait accumulées après des mois d'observation minutieuse. Mais ce qui glaçait le plus, visible sur les photos retrouvées, c'était son expression. Pas de terreur ni de supplication, mais un soulagement profond, comme si elle était enfin libérée d'un fardeau qu'elle traînait depuis des années. « La lumière doit faire ressortir la texture de sa peau », ordonna Cornelius, avec la même autorité pro qu'il utilisait quand il photographiait la haute société. Portrait. La façon dont la drogue l'a vieilli raconte une histoire de complicité par l'autodestruction. Ace hocha la tête, ajustant l'angle de la caméra pour bien montrer le contraste entre la beauté fanée de Margaret et la misère de sa dépendance. Quand le moment est arrivé, elle a fermé les yeux et murmuré ce qui ressemblait à une prière de gratitude, avant que la lame de Ace mette fin à sa souffrance d'un seul geste précis. L'exécution de Caroline a demandé une mise en scène plus élaborée, reflétant son rôle de coordinatrice sociale de la famille et un talent particulier pour la cruauté psychologique. Les photos la montraient entourée de miroirs, des dizaines,
disposé pour créer une infinité de reflets, son obsession dans la vie. Des lettres de ses amis de Nashville, qui connaissaient maintenant la vérité sur le traitement des travailleurs par la famille Hollow, étaient éparpillées à ses pieds comme des feuilles mortes. « Elle doit se voir », expliqua Hayes en plaçant le dernier miroir, pour qu'elle comprenne comment les autres l'ont vue toutes ces années. Cornelius travaillait avec les réglages de mise au point et d'exposition pour que chaque reflet soit net et clair. La répétition crée une impression de jugement sans fin. Il en était d'accord. Chaque miroir la montre sous un angle différent. Mais la vanité reste la même. Quand Caroline a enfin compris ce que ces miroirs représentaient, les yeux de toutes les personnes qu'elle avait humiliées, de toutes les familles d'ouvriers qu'elle avait détruites par ses manipulations sociales, son calme a complètement craqué. Les photos ne capturaient pas seulement son image, la mort, mais surtout l'instant où elle s'est reconnue elle-même, le moment précis où elle s'est vue comme les autres l'avaient toujours vue. Thomas, lui, demandait une approche complètement différente. Son exécution a eu lieu dans le bureau de son père, entouré des documents financiers qui révélaient sa complicité dans des années de fraude systématique. Mais Hayes avait ajouté une touche cruelle et théâtrale. Il avait placé Thomas à son bureau, là où il avait travaillé sur ses calculs frauduleux, stylo à la main, comme s'il signait lui-même son propre arrêt de mort. Il a toujours voulu être l'intello de la famille, remarqua Hayes, pendant que Cornelius réglait la lumière pour créer des ombres dramatiques sur les documents. Qu'il utilise cette intelligence pour piger exactement ce qu'il a fait. Les photos récupérées montrèrent que Thomas avait été forcé de lire à voix haute chaque document avant sa mort, reconnaissant publiquement tous les actes de fraude et de détournement auxquels il avait participé au fil des années. Ces derniers mots, notés par Hayes en écriture soignée en bas de l'un d'eux. La photo disait « Je savais que c'était mal, mais j'étais trop faible pour arrêter. » Mais c'est la mort d'Edwin qui a donné les images les plus psychologiquement complexes de toute la série. Hayes avait reconstitué en détail les séances de punition qu'Edwin avait supervisées, avec les mêmes cordes, chaînes et instruments de torture utilisés sur les ouvriers pendant des années. Sur les photos, on voit Edwin subir chaque type de maltraitance l'un après l'autre, pendant que Cornelius prenait des notes, chaque instant avec le détachement clinique d'un chercheur médical. « Ce n'est pas de la vengeance », expliqua Hayes en préparant chaque instrument avec un soin méthodique. C'est de l'éducation. Il doit comprendre ce qu'il a fait subir aux autres. Les cris d'Edwin, d'après les témoignages recueillis des années plus tard, résonnaient dans toute la plantation. Mais ce qui déroutait le plus les témoins, ce n'étaient pas les sons de sa souffrance, mais les silences entre les cris quand Cornelius appelait, pour repositionner les lumières et les caméras afin de garantir une documentation optimale de chaque étape de la torture. L'image la plus marquante de toute la série montrait Edwin dans ses derniers instants. Plus de cris ni de supplications, juste un regard droit dans la caméra, avec une expression qu'on ne pouvait décrire que comme de la compréhension. Il avait enfin saisi tout le poids de ce qu'il avait fait aux autres, et son visage reflétait non seulement la douleur physique, mais aussi la souffrance plus profonde d'une prise de conscience morale totale. Chaque exécution était capturée, sous plusieurs angles, avec un éclairage pro et une composition soignée, créant des images à la fois effrayantes et indéniablement artistiques. Cornelius, avec la même minutie qui avait marqué son travail précédent, s'assurait que chaque photo soit à la fois une preuve et une œuvre d'art. Le truc le plus étrange dans tout ce processus, d'après les notes détaillées retrouvées avec les photos, c'était à quel point Cornelius avait totalement assumé son rôle de témoin de sa propre famille, point destruction. Il a donné des conseils techniques, réglé l'éclairage et même critiqué la composition avec la même passion qu'il mettait autrefois dans ses portraits commerciaux. L'art, ça demande de la vérité, déclarait-il en préparant l'appareil pour la dernière série de photos. Et la vérité, apparemment, ça exige des sacrifices. Les dernières images de la collection montraient Cornelius lui-même,
photographiées par Hayes avec le matos et les techniques du propriétaire de la plantation. Mais ce n'étaient pas des images de défaite ou de victimisation. C'était l'image d'un homme qui avait atteint une sorte d'accomplissement artistique tordu, quelqu'un qui avait créé son chef-d'œuvre, même si ça racontait sa propre destruction. Les photos enterrées sous le manoir de Ravens Hollow en 1876 sont restées cachées pendant 27 ans, le temps que l'histoire officielle du massacre de la famille Holley devienne une légende locale. Selon la version retenue par la police et reprise dans les journaux, un groupe d'ouvriers mécontents avait tué la famille lors d'un braquage qui a mal tourné, puis s'était enfui vers des destinations inconnues avec ce qu'ils avaient pu voler, les objets de valeur qu'ils pouvaient emporter. Cette explication suffisait à tous ceux qui préféraient éviter de creuser sur les relations de travail et la justice sociale dans le Tennessee d'après-guerre. Le shérif local, qui recevait régulièrement de l'argent de Cornelius Holley pour fermer les yeux sur les plaintes des ouvriers, n'avait aucune envie d'enquêter sur des affaires qui pourraient révéler l'étendue de sa propre corruption. Les propriétaires des plantations voisines, dont beaucoup étaient clients des photos humiliantes de Cornelius, étaient tout aussi motivés à accepter ça. Une histoire simple qui ne les impliquait pas dans des schémas plus larges d'abus systématiques. Ezekiel Hayes et ses complices n'ont jamais été officiellement considérés comme suspects, surtout parce qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée au-delà des aspects les plus évidents du crime. Hayes lui-même a disparu de la région quelques jours après le massacre, tout comme plusieurs autres travailleurs dont l'absence était plutôt expliquée par la peur compréhensible que par une quelconque complicité. Le manoir est resté vide pendant des années après les meurtres. Elle s'était faite une réputation de maison hantée qui empêchait toute tentative sérieuse de rénovation ou de revente. Les gamins du coin se défiaient pour s'approcher du bâtiment les nuits d'Halloween, pendant que les adultes se signaient et passaient vite fait quand il fallait emprunter la route qui longeait la propriété. Ce n'est qu'en 1903, avec le changement des conditions économiques et la valeur du terrain pour le développement du chemin de fer, que des efforts sérieux ont commencé pour préparer le site à une nouvelle construction. La découverte. Des photos enterrées a fait sensation bien au-delà de Clarksville. Des journaux aussi loin que New York et Chicago ont publié des articles sensationnels sur ces clichés terrifiants du Tennessee. Mais ce qui était le plus troublant dans cette découverte, ce n'était pas juste la preuve des crimes de la famille Holloway, ni même les images choquantes de leurs exécutions. C'était la prise de conscience que Hayes avait créé quelque chose qui dépassait la simple vengeance. Il avait produit une œuvre d'art qui forçait les spectateurs étaient amenés à se confronter à des questions dérangeantes sur la justice, le pouvoir et la relation entre oppresseurs et opprimés. D'après les récits contemporains, les gens qui regardaient ces photos à l'époque n'arrivaient pas à détourner le regard malgré l'horreur du sujet. La qualité technique des images, mêlée à leur charge émotionnelle et morale, créait une expérience à la fois répugnante et fascinante. Plusieurs de ces photos ont été exposées brièvement dans un musée de Nashville. En 1904, ils attiraient des foules de visiteurs prêts à faire la queue pendant des heures pour voir ce que les journaux avaient qualifié des images les plus choquantes jamais créées par la photographie américaine. L'expo a fermé en moins d'un mois, après que des responsables religieux et civiques se soient plaints que ces images corrompaient la morale publique, mais pas avant qu'environ 10 000 personnes les aient vues. Les photos elles-mêmes ont fini par disparaître du grand public, même si on disait qu'il y avait des copies dans des collections privées un peu partout dans la région. Au fil des décennies, il y a eu des rumeurs de temps en temps disant que quelqu'un avait découvert des images ou des documents en plus sur l'affaire. Mais aucune de ces histoires n'a jamais été prouvée avec des preuves concrètes. Le manoir de Ravens Hollow a finalement été démoli en 1905 et la compagnie de chemin de fer qui avait acheté le terrain aurait brûlé tout le bois restant plutôt que de risquer qu'il soit réutilisé ailleurs. Les ouvriers qui ont bossé à la démolition ont même raconté qu'ils avaient trouvé des cachettes secrètes.
des chambres et des passages secrets partout dans le bâtiment, ce qui laisse penser que les secrets de la famille Holloway allaient peut-être bien, au-delà de ce que Ace avait réussi à documenter. Aujourd'hui, à l'emplacement du manoir, il y a une gare de triage et un dépôt de marchandises, sans aucun panneau qui rappelle cette histoire sombre. Mais, selon les légendes locales, les conducteurs de train entendent encore des bruits bizarres et voient des choses étranges quand ils passent par là tard la nuit. Des cliquetis qui semblent venir du sol lui-même et des apparitions furtives. Des images de silhouettes se déplaçant avec des caméras parmi les ombres projetées par l'éclairage industriel. Mais surtout, cette affaire a créé un précédent en montrant comment la photo pouvait servir la justice sociale, influençant les techniques d'enquête pendant des décennies. Les forces de l'ordre ont commencé à comprendre l'importance de documenter tout ça de manière systématique pour monter des dossiers contre des personnes influentes qui avant étaient protégées par leur statut social. Les réformateurs sociaux ont adopté des méthodes similaires pour dénoncer les conditions dans lesquelles vivaient les gens. Usines, taudis et autres endroits où la souffrance se cachait dans l'ombre. La question qui hantait tous ceux qui tombaient sur les photos de Ravenshollow, c'était: est-ce que Ace avait rendu justice, ou est-ce qu'il avait juste inventé une cruauté plus subtile, en forçant Cornelius Holloway à documenter la destruction de sa propre famille, avec la même minutie qu'il avait mise à montrer la souffrance des autres? Ace avait-il créé une sorte de justice poétique, ou avait-il juste prouvé qu'il pouvait être aussi cruel que ceux qu'il dénonçait? La capacité de cet oppresseur à une cruauté calculée? La réponse, comme les photos elles-mêmes, semble se situer dans une zone morale grise qui échappe à toute catégorisation simple. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Ace a réussi à créer des images qui continuent de troubler et de remettre en question les spectateurs bien après que les circonstances immédiates qui les ont produites aient été oubliées. Aujourd'hui, plus d'un siècle après cette terrible nuit d'octobre 1876, l'histoire du manoir de Ravenshollow nous rappelle que cette relation, le lien entre la documentation et le pouvoir, reste aussi complexe et moralement ambigu qu'avant. À une époque où tout le monde a un appareil photo dans la poche et où créer et partager des images est devenu accessible à tous, bien plus que ce que Ace ou Cornelius Holloway auraient pu imaginer. Leur collaboration est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Une preuve que la photo peut révéler la vérité, créer de l'art et servir la justice, même quand cette justice a un coût que la société dite civilisée a du mal à accepter. Les travailleurs ceux qui ont découvert ces photos enterrées en 1903, ont raconté qu'ils n'avaient pas pu dormir pendant des semaines après les avoir vues. Pas juste à cause des images choquantes, mais aussi parce qu'ils avaient capté quelque chose à la fois horrible et magnifique. Un chef-d'œuvre, né des côtés les plus sombres de la nature humaine. Mais ce qui glace vraiment le sang dans toute cette histoire, ce n'est pas tant ce que les photos montraient du passé, mais ce qu'elles laissaient entrevoir pour l'avenir. Ace avait prouvé que la documentation systématique ne servirait pas seulement à enregistrer l'histoire, mais à la créer, à transformer les victimes en bourreaux et les bourreaux en artistes, brouillant les frontières entre justice et vengeance d'une manière qui continue de remettre en question notre compréhension de ces deux notions. Juste au moment où l'on pensait avoir vu toute l'horreur de ce qui s'est passé au manoir de Ravenshollow, de nouveaux détails continuent d'émerger, rendant l'histoire encore plus troublante. Si ce récit de photos cachées et de vengeance consignée t'a donné des frissons, partage-le. Si tu regardes cette vidéo et que t'aimes les mystères historiques sombres, lâche un like pour soutenir notre exploration du passé caché de l'Amérique et n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais rater des histoires comme celle-ci. Découvrons ensemble quels autres secrets pourraient être enfouis sous les fondations de l'histoire de notre nation. La dernière photo dans la collection d'Ezekiel Hayes, d'après ceux qui l'ont vue avant qu'elle disparaisse du public, montrait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. C'était un
autoportrait de Hayes lui-même, pris, grâce à un mécanisme de déclenchement qu'il avait conçu, le montrant debout parmi les corps de la famille Hollow, l'appareil photo de Cornelius à la main. Mais son expression n'était ni de triomphe ni de satisfaction. C'était un regard de profonde tristesse, le visage d'un homme qui avait accompli tout ce qu'il avait prévu, tout en découvrant que la victoire avait un goût de cendre dans la bouche. Sous la photo, écrit de la main soignée de Hayes, une seule ligne servait à la fois d'explication et d'épitaphe pour tous, impliqués dans les événements de cette nuit-là. Parfois, justice et tragédie, c'est la même chose. Tout dépend du regard qu'on pose dessus. Ce mystère nous montre que les armes du pouvoir peuvent se retourner contre ceux qui les utilisent. Mais la transformation a un prix, qui va bien au-delà des victimes directes. La frontière entre justice et vengeance, entre témoignage et exploitation, entre art et atrocité, est peut-être plus mince qu'on ne voudrait l'admettre. Toi, t'en penses quoi de cette histoire? Tu crois que Hayes y est arrivé? La justice? Ou est-ce qu'il est juste devenu un autre genre de monstre? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres collections de photos comme celle-là, cachées et prêtes à être découvertes dans des coins oubliés de l'histoire de notre pays? Donnez votre avis dans les commentaires. On lit chaque message et on met souvent en avant les réponses les plus pertinentes dans nos prochaines vidéos. Si ce voyage dans les secrets photos les plus sombres des États-Unis vous a plu et que vous voulez plus d'histoires qui dévoilent la violence cachée derrière les récits historiques bien propres de notre nation, abonnez-vous. Bienvenue sur notre chaîne. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo et partage cette vidéo avec quelqu'un qui sait que les histoires les plus flippantes sont souvent celles qui pourraient être vraies. À la prochaine. Rappelle-toi que chaque vieille maison cache des secrets. Chaque famille a ses zones d'ombre. Et parfois, les vérités les plus importantes sont celles qu'on a essayé de bien enterrer. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va creuser un autre mystère qui prouve que le passé n'est jamais vraiment mort. Il attend juste la bonne personne à le déterrer.